qu'on fait. Et du coup, la question, à mon avis, c'est des Français-y, quoi. Pourquoi est-ce que l'État français, il a ce tel zèle à cet endroit, quoi? Ah ben, je ne les suis pas. Alors que ça sert à rien. ça sert pas à rien. Ça alimente l'esclavage, ça Ouais, alimente... Ouais, mais bon, c'est bonne guerre, hein, enfin, vu de leur fenêtre à eux, bien sûr. Moi, je pense que cette situation, aussi dramatique qu'elle soit, arrange bien l'État. Elle l'instrumentalise, il l'utilise. De manière symbolique, en fait. Parce que, ouais, c'est aussi un laboratoire, c'est de la même c'est façon que les territoires palestiniens sont un laboratoire, qu'elle est un laboratoire, de méthodes policières, de méthodes de répression, d'infrastructures, de gestion de la vie, etc. À Calais, ils ne veulent pas qu'il y ait une autre création de zone. À la limite, on peut repenser ça. Ils ne veulent pas qu'il y ait une recréation d'une jungle étendue comme l'été. Ça pourrait faire penser à ça. Les décideurs ont dit, bon, ils ont démonté Saint-Gain, après ils ont démonté la jungle. Elle est maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une autre jungle qui se construise, d'où ce harcèlement quotidien face à des populations qui veulent aller ailleurs, qui cherchent un espoir, et qui arrivent toujours, parce que les chemins sont toujours ouverts. Les mecs passent, de toute façon. En plus, c'est d'autant plus débile que ça ne fait que renforcer les organisations mafieuses et les passeurs. Avant, les mecs, ils arrivaient à passer tout seuls. Moi, je me souviens, quand je bossais, en 2005, je bossais sur Calais, mon camion était sur le port de pêche, je dormais sur le port de pêche, c'est un endroit qui était paisible, qui était agréable et tout. La nuit, je voyais des mecs qui avaient piqué les annexes sur le port pour essayer de traverser à la rame, tu vois, limite à la godille. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés comme ça, mais c'est rigolo, enfin l'anecdote est rigolote, mais ce que je veux dire c'est que des mecs ils arrivaient à passer, je me souviens de deux mecs que je retrouvais le matin au campement, alors ta nuit, je me suis fait serrer 4 fois cette nuit, 3 fois par le même mec sur le port, j'ai essayé par là, mais c'était presque rigolo, tu vois, et les mecs en un mois ils s'étaient passés. Aujourd'hui, ça prend des mois. Avant, ça prenait quelques jours, quelques semaines. Et ça passait, quoi. C'était un peu de l'artisanat, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de malade, quoi. Ça coûte un pognon monstre. Peut-être que ça en rapporte aussi. Ce n'est pas exclu, à certains. Et du coup, c'est devenu tu veux dire dans les entreprises que ça fait marcher ouais, parce que construire les murs, les palissades, tout ça, c'est fait de l'argent public, c'est fait avec le pognon, et puis ça va dans les poches des mecs qui construisent Notre-Dame-des-Landes et tout ça, c'est les mêmes. Parce que ça aussi, il y a... Enfin non, ils construisent pas qu'il faudrait bien, mais enfin, ils construisent d'autres choses. Qui ne vont pas construire Notre-Dame-des-Landes. Qui ne vont pas construire. Pardon, je comprends le montage. Mais il y a ceci dit, mais il y a un super business autour de ça, quoi. Les centres de rétention, Sodebo, qui se fait des bourses en or, avec les plats préparés dans les cras et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis les flics, et puis les compagnies de sécurité privée sur le port. Et puis, enfin, je veux dire, il y a un business énorme autour de ça. Et puis voilà, dans les médias, c'est vachement intéressant de montrer comment, de montrer à l'électorat du Front National comment on gère avec une main de fer l'immigration. Ça. Putain, mais en termes de com, c'est génial ce qui se passe là. Vous avez vu comment on leur fout sur la gueule ces bougnoules là? Votez pour nous. Ouais, mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres ports sur la Manche? Est-ce que vous avez des éléments de comparaison sur d'autres ports sur la Manche? Est-ce que c'est la même... Il n'y a aucun autre port où c'est aussi où ça a de telle proportion, mais c'est normal parce que Calais c'est vraiment celui qui est le plus proche de l'Angleterre. Mais ceci dit, il y a une époque où il y avait beaucoup d'Afghans, notamment à Cherbourg. On en a vu jusqu'à Roscoff. Des petits groupes, il y avait des Iraniens à Saint-Malo à une époque, voilà. Et puis de l'autre côté, en Angleterre, en Belgique, il y en a pas mal, ouais, bien sûr. Les Grandes Comment Grande-Sainte, c'est Dunkerque en fait. Donc les mecs sont en Grande-Sainte, mais Dunkerque est à 30-40 km au-dessus de Calais. C'est bien positionné sur l'autoroute, c'est au bon endroit pour prendre les camions, mais eux passent par Calais par contre. Donc c'est un petit peu une annexe de Calais si tu veux. Il y a le parc Alfadi pourtant à Dunkerque. Ouais, Boulogne-sur-Mer aussi, mais il y a peu de passages en fait. C'est des petits ports, il y a peu de bateaux, c'est facile à contrôler. Au Calais, tu as des bateaux tous les quarts d'heure, tu as un
C'est énorme. C'est énorme, quoi. Donc c'est super difficile de tout contrôler, tous les camions, ça fait monstrueux, je ne sais pas combien ça peut représenter, de milliers de camions par jour, mais c'est énorme ça. Donc ouais, ça passe, quoi. Est-ce que le vrai acte de résistance, ce ne serait pas d'organiser le passage? Bah si, bien sûr. C'est ça le vrai acte de résistance. Non, c'est de permettre le passage, c'est clair. Mais jusqu'à présent, ceux qui s'y sont risqués, parce que donner un coup de main, héberger, c'est un truc qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu à Calais, mais ceci dit, j'ai passé beaucoup de temps et avec des gens qui vivent à Calais. Et on s'est souvent trouvé héberger des gens pour la nuit, pour prendre une douche, le temps de faire des soins. Et ça aussi, c'est illégal, mais ça, c'est quasiment impossible de ne pas le faire, en fait, quoi. Et puis, finalement, c'est plus ou moins toléré. Bon, tu te fais taper sur les doigts, mais voilà, quoi. Mais par contre, organiser le passage, c'est chaud, quoi. D'abord, ça demande des moyens. Et puis, je sais que les gens il y a des gens qui le font, ils le font de façon, on va dire, artisanale, quoi. Ils finissent toujours par se faire choper. Mais, ouais, évidemment, il faudrait arriver à ce que tout ce dispositif qui est onéreux, mais qui est surtout inhumain, quoi. Enfin, je veux dire qu'il y a une violence inouïe, quoi. Qu'on puisse le court-circuiter, c'est clair, quoi. Les endroits de violence, ils sont, c'est important de le dire sur le témoignage aussi, c'est absolument partout, y compris entre... déjà, il y a un rapport entre hommes et femmes assez épouvantable, il y a une grande minorité de femmes, donc on peut imaginer. Et on sait aussi que pour accéder au passage, il y a des rites aussi, enfin des passages notamment de viol à répétition. Moi, c'est un truc aussi que j'ai découvert. Comme ça. C'est-à-dire que pour accéder au parking, il y a plusieurs, je sais pas, est-ce qu'on peut dire échelons, quoi. Et à un moment donné, il y a des gens qui se font violer de manière organisée. Ces trucs-là, en fait, ils ne sont pas spécifiques à Calais. C'est-à-dire que tu viens du Soudan, tu arrives d'une façon ou d'une autre à payer un réseau de passeurs, tu montes dans un camion, t'es 40 dans le camion, tu rentres dans le désert, les 40 descendent. La première étape, c'est tout le monde à poil, tout le monde rançonné, les femmes violées se couvrent leur gueule, une balle dans la tête, et les autres, ils remontent dans le camion à poil, et ils se retrouvent en Libye de l'autre côté, ils sont plus que 20. Déjà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Après, en Libye, vous en avez tous entendu parler récemment, c'est le marché aux esclaves, etc. C'est de la marchandise, quoi. Donc on retrouve ces trucs-là à Calais aussi. Donc à Calais, c'est pareil, c'est pas mieux, quoi. Donc, donc les femmes sont violées, les mineurs sont violés, extrêmement violés. etc., quoi. Y compris par des populations calaisiennes. Par des Calaisiens, enfin des Calaisiens. Notamment, il y a les clochards là qui étaient tout le temps là, et qui étaient tout le temps en train de les charrier, de jouer avec les jeunes mecs et tout ça. Et puis, moi je dis à François, c'est de continuer sur un ITA, c'est chouette, il y a des trucs qui se mettent en place en termes de solidarité. Il me dit, ouais, tu parles. Ils se les aient tous tapés. Contre une carte de téléphone. Contre des petits services, quoi. Ouais. Donc, j'essaye, enfin c'est effrayant parce qu'en termes de perspective, c'est assez bas, mais c'est l'impression qu'on a quand on ressort de Calais, en fait. Le chaos entraîne le chaos. Je trouve que c'est important de le dire, en fait. L'Érythréen, le Syrien qui est riche, il a pris l'avion, il est arrivé. Il a eu son passeport, il a pris l'avion, il est parti, il a atterri à Londres, il a atterri à Paris, il est allé à l'hôtel. Et là, c'est les populations. Pour les Syriens, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est super dur pour un Syrien d'avoir un visa français. C'est chaud. Au départ, si tu as du réseau, ça, c'est ceux qui sont tout en haut. Ceux qui sont tout en bas ne partent pas. Ils n'ont pas les moyens et ils sont morts avant. C'est la petite bourgeoisie. Et voilà, c'est ceux, parce que ça coûte cher un passage. Faut du pognon, faut du réseau. Donc c'est déjà souvent des gens qui... mais pour le coup, quelque part, ça veut dire aussi qu'on a... Alors, pas toujours, mais on a souvent affaire à des gens qui ont un certain niveau d'études, qui ont des métiers, etc. Donc, quand on parle d'immigration choisie, par exemple, je suis désolé de le dire, mais les mecs qui se font casser la gueule à longueur de journée par des flics... c'est un déclassement intégral, en fait, pour ces gens-là. Ouais. Et c'est des gens, un gâchis humain. En plus, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils ont fait les preuves de leur capacité de résistance physique, psychique, d'une volonté, d'une capacité de résilience, de qualité humaine, quand même assez largement au-dessus de la moyenne. Ça, plus,
Enfin, moi j'ai croisé, je me rappelle, entre autres, mais il y a plein d'autres exemples, mais d'un journaliste iranien qui me racontait, qui m'expliquait, enfin, pas juste pourquoi il était parti, mais évidemment comment ça se passait dans son pays, comment il faut toute une leçon de géostratégie. J'étais sur le cul, je me disais, mais putain, fais un bouquin, je sais pas, fais quelque chose, sors de là, faut faire quelque chose, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, et il y a des gens, on arrive à voir. Sur Calais, on a des gens qui sont restés et qui s'en sortent très bien. Ouais. Je me souviens d'une famille de Soudanais, des gens du Darfour, qui sont arrivés, ils avaient 2 bébés, une petite fille qui devait avoir à peine 1 an et un petit garçon qui avait genre 4 ans, quoi. Ils sont arrivés tous les deux un soir où, à la distribution à l'époque la distribution c'est sur la quai du port. Ils sont arrivés épuisés. La maman, elle est tombée dans les pommes, quoi. Genre ça y est, on est arrivé à un endroit où on va pouvoir un peu s'occuper de nous, quoi. Elle s'est effondrée. Et voilà, et on les a mis à l'abri, on s'occupe d'eux, ils sont restés assez longtemps, et finalement ils ne sont jamais passés. Et aujourd'hui, ils sont justement à Grande-Synthe, et ils ont ouvert une boulangerie. Et ils sont boulangers à Grande-Synthe, et ils ont aujourd'hui, je sais pas, 6 enfants, je crois, et ils s'en sortent bien, c'est cool, quoi. Il y a quelques histoires comme ça, tu dis. Mais c'est difficile, quoi. Ce qui est un peu marquant aussi, c'est est-ce qu'on parle de l'OFI? Parlons de l'OFI. L'Office français d'immigration et d'intégration. Ouais. C'est-à-dire que, bon, moi j'essaie d'être toujours dans l'exemple, mais sur une distribution, il y avait cette jeune femme qui parlait 3-4 langues. Moi je ne l'avais jamais vue, mais bon, très peu d'expérience. Et notamment les bénévoles les plus référents de Salam étaient là. Et elle n'avait jamais vu non plus. Donc en fait, elle allait s'adresser aux gens en disant qu'ils allaient passer avec des bus, avec des médicaments, des douches chaudes. Ouais, pour les héberger. Pour les héberger. Et en fait, pour tous les gens qui sont dublinés, donc vous voyez ce que c'est qu'être dubliné, peut-être une précision là-dessus. Dublin, ça vient des accords de Dublin, l'Union européenne. Selon les règlement de Dublin. En gros, selon donc, le règlement de Dublin, toute personne en situation irrégulière doit demander l'asile dans le pays par lequel elle entre dans l'Union européenne. Alors évidemment, en général, c'est la Grèce ou l'Italie. En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sont arrêtés, on vérifie les empreintes. Et si les empreintes ont été relevées dans un autre pays antérieurement, on les renvoie dans le pays où ils ont leurs empreintes. C'est souvent l'Italie ou la Grèce, mais pas que, quoi. Après, quelqu'un qui se fait choper en Angleterre et qui a juste eu ses empreintes en France, sera renvoyé en France, quoi. Raison pour laquelle ça se fait encore, ça se faisait plus peut-être à une époque, mais ça se fait toujours, les mecs se brûlent les doigts pour se passer les empreintes, ou se clarifient, ou s'enlèvent la peau, ou se brûlent le bout des doigts pour qu'on puisse pas prendre leurs empreintes. Quand on parle de torture, là, du coup, c'est une torture qui s'implique. Et donc voilà, cette femme-là, de passer pour dire, en gros, le discours fait froid dans le dos, quoi. Venez, vous allez prendre une douche et vous allez être au chaud et tout se passera bien pour vous, sans vouloir faire de rapprochement, c'est quand même assez angoissant. Et en fait, les gens sont ramenés dans les gens ont le choix entre faire une demande d'asile, qu'ils fassent ou pas une demande d'asile. De toute façon, s'ils ont leurs empreintes ailleurs, ils se retrouvent dublinés. De toute façon. Et les mecs, ils sont pas là pour retourner en Italie, etc., ni même pour demander l'asile de toute façon, quoi. Calais, les gens sont pas là pour rester, quoi. Ils sont de passage, quoi. Donc, donc il y a cet intox là. On a fait le tour. On a dû faire le tour des migrants en leur disant faites gaffe, on va vous proposer. Faites gaffe. Si vous êtes dubliné, ne montez pas dans les bus. Si vous emprunter quelque part, vous allez vous retrouver en Grèce, en Italie, etc. Quoi. Ça, c'est des actes de résistance possibles, mais c'est comme tu dis. Mais s'ils ne sont pas dublinés, dans ce cas-là, parce que c'est un chantage ignoble, mais s'ils ne sont pas dublinés, est-ce que du coup ils seront dublinés en France? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'allaient pas au bout de leur démarche pernicieuse. L'idée, c'est de leur faire une demande d'asile. C'est ça, donc au final, c'est qu'ils reviennent à les dubliner en France. D'une certaine manière. Donc de toute façon, pour eux, il n'y a aucun intérêt à accéder à de toute façon, eux,
en gros, ils n'ont rien à faire avec l'administration française. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le taux le plus con du sinistre. À un moment donné, là, on va utiliser l'accès à l'eau, le soin au milieu Ouais, c'est ça. C'est ça. Et les gens sont dans un état, encore une fois, quand on dit c'est un état de cas, les gens ils ont les yeux injectés de sang, ils sont dégueux, ils en peuvent plus, ils n'ont plus à faire n'importe quoi. Ils sont encore une fois. Pour prendre une douche, ou pour un chaud, ou pour dormir une vraie nuit tranquille. Quoi. Donc tu dis aux gens une fois, deux fois, évidemment, ils font ok, mais c'est hallucinant. Et la contrepartie, c'est de prendre une douche, de donner les empreintes. Alors non, les empreintes ont déjà été données. Ouais, pour ta demande d'asile, du coup, tu vas passer à l'immunité administrative. Okay. Ils en donnent beaucoup, des demandes d'asile, ils en acceptent beaucoup. Ni plus ni moins que dans les années 70 avec les boat people. Ouais, pareil, plutôt moins. Et vous avez pas. Ouais, provoqué par des guerres dans lesquelles on n'est pas dedans, quoi. On peut aller là. Parce que Calais, mais après, maintenant, c'est 700 personnes, mais il y a 10 millions sur la route, quoi. Ah bah oui, bah ouais. Mais en redonnant par le il y avait des grandes envolées entre l'Érythrée, le Soudan, l'Afrique. Quand la guerre en Syrie avait toujours lieu, mais un peu plus fort, des grandes envolées, des grands discours plein d'humanité du gouvernement de Hollande qui annonçait un chiffre, je ne sais plus lequel, mais au final c'était ridicule et c'était vraiment trop de chagrin. Oui, et en plus, ce qui l'intéressait lui, c'était les chrétiens d'Orient. Je me souviens de ça, les chrétiens d'Orient. Le problème, c'est la loi. À la limite, c'est la loi qui aujourd'hui autorise à faire ce qui est fait par le droit de l'homme. Les lois aujourd'hui autorisent à martyriser les gens dans un endroit de France parce qu'ils veulent faire quelque chose que essentiellement les autres ne veulent pas qu'ils fassent. Quoi. Et l'autoriser avec des forces de l'ordre, avec l'argent collectif, avec l'argent des impôts. Tu résumes bien. Au nom de on nous protège, nous, avec notre pognon. Ça répond à certaines aspirations politiques, j'ai dit tout à l'heure, l'immigration, des préoccupations de certaines personnes. Ça vient des causes profondes, parce qu'il y a vraiment un problème humain fondamental. C'est avant tout un drame humain. Il y a quand même un truc, il y a quand même un paradoxe majeur, c'est que les gens qui arrivent là, peu importe qui ils sont, enfin, je veux dire, dans le tas il y a des gens bien, il y a des connards, il y a de tout, tu vois, quand tu as 8000 personnes, ces gens-là c'est des victimes, c'est des gens qui sont victimes d'oppression politique bien pire que ce qu'on connaît chez nous, qui sont victimes de guerre, etc., qui arrivent ici mais qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Putain, ils arrivent ici, ils nous demandent aide et assistance. D'accord? Ils se réfugient. Et nous, on les traite comme des gens qui viennent nous agresser, nous envahir, qui représentent une menace. Nous, du haut de notre prospérité, tu vois. C'est ça, à la base, c'est ça le problème, moi, je pense. Donc alors qu'on soit cynique et qu'on veuille faire du profit avec ça, ok. Mais à quoi ça nous sert aussi, quoi. Enfin, moi, c'est ça. Moi, j'arrête pas de m'interroger, et c'est un peu les pistes qu'on a évoquées, quoi. Ce truc-là, il est instrumentalisé. Enfin, je veux dire, forcément, parce qu'on pourrait se débarrasser de ça. Je veux dire, les mecs, on les laisse passer, ou alors, d'une façon ou d'une autre, on gère ça. Sangatte, à l'époque, était loin d'être la panacée, mais Sangatte permettait de gérer, entre guillemets, de gérer le flux, et puis surtout d'accueillir les gens de façon quand même relativement acceptable, quoi. C'était quoi le problème? La logique c'est d'équilibrer, la logique elle est toujours là, qui sous-tend tout ça, c'est alors qu'on prenne Calais, puis qu'après on peut élargir à d'autres sujets. Au monde du travail, voilà, c'est la notion, c'est de cliver, c'est de taper sur une partie pour faire peur à l'autre, précariser comme une logique de précarisation. Alors là, on est au bout de la logique, voilà, mais qui est là avec excuse-moi juste pour terminer, avec cette phrase-là aussi assez crasse là qu'on a entendue, je crois que c'est sorti de la bouche de Rocard, mais peut-être que c'était pas lui. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sachant que la misère du monde, par contre, elle est accueillie par les pays qui eux-mêmes connaissent la misère et qui l'absorbent complètement, quoi. Les premiers pays à accueillir les réfugiés dans le monde, c'est des pays comme le Soudan, le Tchad,
Liban aussi. Comment? Liban, non? Le Liban, peut-être, ouais, la Jordanie aussi. En Jordanie, il y a plus de réfugiés que de citoyens jordaniens aujourd'hui, avec les Syriens. On n'est pas passé, un jour je m'étais baladé à l'ONU, il y a découvert qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont rentrés, il y a des guerres, il y a 20, 30 ans, et les gens sont dans des camps, ils sont partis, ils ne peuvent pas. Et c'est dramatique. J'ai travaillé quelques années sur les territoires palestiniens, les camps de réfugiés qui ont été créés dans les années quand l'État d'Israël s'est créé, quoi, donc il y a 70-75 ans maintenant, existe toujours. C'est-à-dire que je travaillais à Naplouse dans un camp qui s'appelle Ascar, qui avait été construit à l'origine. Le premier camp avait été construit, alors j'ai plus les chiffres très précis en tête, mais en gros il avait été construit pour à peu près 1 millier d'habitants, il est arrivé à plus de 8000 sur le même territoire. Et donc ils ont ouvert un deuxième camp à côté, sur une colline qui était là, qui était disponible, donc c'est le nouveau camp d'Ascar, qui fait 1 km², il y a 6000 habitants là-dedans. Et les gens ils rentreront jamais chez eux. Et ils resteront toujours... Ils sont privés de tous les droits, parce qu'ils peuvent pas... Il y a une société qui s'organise quand même. Ouais, mais... c'est pas la liberté. Ah non pas la liberté. Non, mais c'est impressionnant de penser que c'est pas juste des tentes. Non, bah c'est du dur, mais ça reste un genre. Et puis aujourd'hui, les gens qu'on voit partir en Syrie ou en Irak, t'as des camps qui sont immenses, et je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que les gens vont pouvoir rentrer chez eux? C'est pas gagné, ça. Regarde les Yézidis, par exemple, la population du nord de l'Irak, qui a été en gros génocidée par l'État islamique, par Daesh. Quand ils sont sur la partie kurde, le Kurdistan irakien, la frontière syrienne, quand Daesh est arrivé, les Peshmerga, donc les fameux Peshmerga, se sont tirés. Ils ont laissé se démerder tout seuls avec Daesh, donc ça a donné quelques milliers de morts, quelques milliers de prisonniers, aujourd'hui des femmes et des enfants qui 3 ans après sont toujours en esclavage, qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas où ils sont passés, et quasiment tous les Yézidis sont partis aujourd'hui. Dans la région du Sinjar, d'où ils sont originaires, il n'y a quasiment aucun n'est revenu, quelques centaines, mais il n'y a pratiquement plus personne, et ils ne reviendront pas. La plupart ne reviendront pas. Parce qu'ils n'ont pas été protégés ni par l'armée irakienne à l'époque, qui n'avait pas été plus dans la région, il y avait toutes les Peshmerga, ils n'ont pas été protégés par les Kurdes, ils n'ont pas été protégés par personne. Donc ils ne sont pas en sécurité, ils n'ont pas confiance. Eux, c'est fini, ils sont partis. Tu vois, et puis des trucs comme ça. Moi, je maîtrise un petit peu le Moyen-Orient, je ne maîtrise pas l'Afrique, je ne connais pas bien, mais je pense que c'est des situations qu'on doit connaître en Afrique quasiment tout le temps aussi, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, à Calais, il n'y a plus de camp du tout, il n'y a plus de jungle. Calais, il y a plus de et les gens, ils dorment par terre, et là, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment. Mais c'est très impressionnant. Avec le Brexit, c'est censé changer un petit peu la donne Ouais, c'est vrai, tu as posé la question. Ben, je ne sais pas, franchement, ça, forcément... Parce que du coup, l'Angleterre sera plus soumise aux fameuses règles migratoires de l'Union européenne. Donc, ouais, alors après, pour nous, à Calais, Calais sera toujours dans l'Union européenne, on aura toujours, donc les gens arrivés à Calais dans ce cul-de-sac seront toujours soumis aux mêmes règles et à la même violence. Est-ce que la coopération entre la France et l'Angleterre sur ce point de passage peut bouger? Est-ce qu'il y a un moyen de pression, une façon de diminuer la pression, de faire pression? Je ne sais pas. Ça va changer la donne sans doute, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Pour l'instant, le Brexit, on ne sait pas trop à quelle sauce ça va se faire. L'Angleterre, comme l'Europe, c'est des enceintes de sélecteurs qu'on appelle bien les caractères bien, mais là, pour empêcher les personnes de bouger. L'Angleterre peut bien payer à ce moment-là. Ils paieront pour garder je pense qu'ils trouveront un arrangement entre amis. L'Angleterre pourra très bien faire avec l'État français ce que l'Union européenne fait avec la Turquie. Mais c'est vrai que le Brexit, quelle que soit la version, dure ou soft, changera la donne dans le sens où c'est pas au nom de la défense d'une frontière qu'il y a ce barrage à Calais.
c'est au nom de l'application des accords de Dublin. Or, si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, eh ben, la frontière de l'Angleterre, elle est sur les falaises anglaises, elle n'est pas à Calais. Donc, j'ai entendu un commentateur, je ne sais plus sur quelle télé, qui expliquait que dès qu'il y aura le Brexit, en fait, les choses peuvent changer. Mais sûrement, les politiques feront ça dans la douceur, quoi. Mais ça peut changer les choses. Mais moi, j'avais une question, c'est quand il y a un camp qui s'installe un peu dans la durée, comme à Calais, par exemple, au plus fort de son fonctionnement, est-ce que vous avez capté une expression politique de la part de ces réfugiés ou migrants, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que c'est un fait, c'est connu que ce sont des gens éduqués, formés, or ils viennent tous de pays qui ont une réelle vie politique, enfin l'Érythrée, l'Éthiopie, etc. Il y a eu un changement de régime là-bas dans les années 70, je crois, d'inspiration maoïste. Enfin, on a fait beaucoup de politique dans ces pays-là, y compris autour de la question palestinienne. Je pense à l'Irak, l'Iran, où le parti... JD du peuple. Non, mais le parti de Saddam Hussein et compagnie, c'est un parti... Le parti basse, c'est un parti, je veux dire, qui a une... Enfin, qui a une ossature, qui a une... je veux dire, qu'on repère comme ça, qui parcourt l'histoire un peu. Et donc forcément, ces gens-là, ils ont été au contact avec le fait politique. Donc, est-ce qu'il arrive qu'une expression politique leur soit propre? Et il y aura une deuxième question, c'est est-ce que c'est pas aussi notre responsabilité militante que de la susciter, quoi? Ça en partage avec eux. Il y a eu des essais, si j'ose dire, des tentatives dans ce sens-là, de la part des associations en fait calaisiennes, où l'idée était d'associer, de donner la parole aux migrants pour qu'eux-mêmes, tout en les encadrant ou les protégeant, pour qu'eux-mêmes puissent faire valoir leur doléance à une époque où c'était encore... on pouvait encore rêver que quelqu'un les entendrait. Aujourd'hui... Non, ben non, là, dans les conditions que tu décris, c'est pas possible de faire de la politique. En fait. Non, c'est pas possible, là. Quand on est dans la survie, bien sûr que non. Sauf qu'il peut, quoi. Donc, et puis, je pense que pour la plupart... je pense qu'ils sont méfiants aussi, y compris envers, justement, des gens, des Français qui pourraient les inciter, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'ils fassent la révolution à leur place, on voit ça, ça manque pas là-bas. Où ça, tu veux dire? À Calais. Il y a plein de gens qui voudraient bien qu'ils se révoltent. C'est pas eux de se révolter, enfin pas contre, tu vois, pas comme ça, etc. Eux ne sont pas du tout dans cette idée-là, quoi. Après, il y a des prises de parole individuelles. Des gens qui vont contribuer avec des journalistes, etc., des réalisateurs, ou en écriture, ou ce genre de choses. On n'est pas dans une action purement politique. De l'action vraiment, enfin de la prise de l'organisation collective, politique, de l'action politique. On ne peut pas vraiment... Et c'était quoi ta deuxième question? C'est à nous de susciter. Oui, en tant que militant, ça nous suscite. Oui, bien sûr, mais les conditions ne s'y prêtent pas. C'est difficile. Je pense que nous, par contre, on peut avoir... parce que à Calais, les assos elles ont le nez dans le guidon, quoi. C'est vraiment... trouver des couvertures pour le lendemain, emmener les mecs aux urgences, ce qu'il faut, trouver, témoigner, faire chauffer du thé, raconter un peu sur les réseaux sociaux, et même la presse, ça les intéresse plus. Mais est-ce que les gens vont filmer là-bas encore actuellement? Ouais, filmer, photographier, il y a des... ça se fait assez régulièrement. En ce moment, il n'y a pas grand monde parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien. Souvent, c'est un peu le désert, quoi.
Mais je dis ça, je ne sais pas, il y a peut-être des gens en ce moment qui sont en train de travailler. Il y en a périodiquement, il y en a régulièrement. Quoi. Donc il y a ça, mais ça, du coup, c'est notre restaurant, nous, c'est pas le... Mais ouais, nous, étant extérieurs, n'étant pas calaisiens, n'étant pas dans cette urgence permanente, nous, on a cette distance et cette capacité à faire ça, en fait. Le tout, c'est de le faire à bon escient, en étant en lien avec les gens sur le terrain, avec les migrants, avec les assos, en étant pertinent dans ce qu'on fait. Juste, ouais, ce qui n'est pas évident. Dans l'extérieur, c'est quelque chose qui est... c'est complexe quand même. Tu vois, et puis, ne pas être dans le pathos aussi tout le temps, etc. Mais c'est pareil, nous, notre distance nous protège aussi par rapport à ça. Quoi. Moi, je sais que j'y étais par moments jusqu'au cou, sauf que je savais qu'à la fin de la semaine, je rentrais chez moi et j'allais pouvoir décompresser, quoi. Se dire qu'on est là-dedans à l'ITAM, ça va être vachement dur. Donc, ouais, nous en tant qu'extérieurs à Calais et en tant que militants, je pense qu'on a des choses à faire en termes éventuellement de communication, mais éventuellement d'organisation de résistance sur place. Il y a les no-borders qui font un peu ça. Ouais, qui ont essayé de faire ça, qui ont mis un peu un coup de pied dans la fourmilière, qui sont arrivés en disant qu'il ne suffit pas de faire de l'humanitaire pour faire de la politique, et ça c'est clair qu'il faut. Et puis après, ils n'ont pas forcément très bien connecté justement avec les gens en place, qui nous ont vu arriver en disant « Ouais, attends, tu vois, du calme, c'est un peu fait peur à tout le monde. » Et puis, ouais, ils ont mis en place. Et finalement, c'est les no-borders qu'on finit par faire de l'humanitaire, en fait. L'urgence étant telle que... c'est ça qu'il faut. Ouais, mais il y a... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire autrement, quoi. Les mecs discutent, quoi, quand même, avec des individus. Je trouve que c'est comme ça, en fait, tu fais un peu la part des choses, c'est entre des assos qui font... Juste, des fois, t'es la gueule dans ton seau, à filer des pains au chocolat, et après, il y a des gens, tu sens, qui restent le soir et tout ça, pour avoir des discussions, et je trouve que les no-borders, t'as l'impression qu'ils sont un peu s'installent dans ces endroits-là. Après, il y a Human Rights Watch qui a été là, qui a fait un bon boulot. C'est eux qui ont vachement alerté sur la situation du gazage, etc. Voilà, mais je pense qu'il y a lieu certainement de venir et d'organiser des choses, mais il faut s'inscrire dans le paysage, il faut s'inscrire avec les gens sur place. Eux, ils savent mieux que nous. Et puis, il faut le faire dans le temps, quoi. Ce qui est le plus dur, je pense, c'est d'organiser quelque chose de durable. Et puis, on a affaire quand même à quelque chose de costaud, quoi, en face. De traumatique, en fait, c'est ça qui est... Non, mais c'est quand même une question qui est enfin, pour tenir une heure là-dessus, mais que je trouve un petit peu importante. Moi, il me semble que le milieu, enfin, en gros, quoi, si on fait vite, d'extrême gauche, évacue vachement la dimension politique, trop, mais alors qu'elle était omniprésente au moment de leur part, au moment des printemps arabes. Je pense par exemple à un journal comme, pour que c'est du sucre sur personne, mais je lisais à l'époque un petit peu plus que maintenant. Allez savoir pourquoi je lis moins d'ailleurs, l'anticapitaliste. Au moment du printemps syrien, il n'y avait quasiment pas une semaine où la rédaction de l'anticapitaliste ne donnait pas la parole à un responsable. C'était 2006-2005, le printemps, les manifs de démocrates contre Bachar el-Assad. À un moment donné, le PC, parce qu'il y a aussi un parti communiste en Syrie, il faut le savoir, qui est dans le soutien christique à Bachar el-Assad, mais peu importe. Donc il y avait des démocrates, sûrement des gens d'extrême gauche, des démocrates, etc. Et dans l'anticapitaliste, il y avait l'expression de ces gens-là. Et aujourd'hui, quand on feuillette ce journal, je veux dire, il n'y a plus rien comme expression. Alors, en Syrie, l'expression... Non, mais elle existait, ou alors elle était artificiellement gonflée par les rédacteurs de ce journal, ce qui est possible, on ne va pas faire procès d'intention à personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où l'expression politique, elle prévaut, quand c'est le printemps, et puis quand c'est l'hiver, et quand c'est plus que la mafia qui met tout le monde en coupe réglée, je veux dire, on ne s'attache même pas à savoir où est-ce que cette expression, elle perdure encore, quoi. Or, elle doit perdurer. Bien sûr. Forcément, les gens qui étaient dans les manifs en 2006 sur une base démocratique de renversement, je dis bien démocratique, de renversement de Saddam Hussein, s'ils sont encore en vie, ils ont gardé qu'une trace de ça dans leur conscience. Il y a eu des contacts, il y a eu des échanges. Donc ce filet d'expression, de conscience politique, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne s'attache à le rencontrer,
à le promouvoir s'il existe encore, quoi. Voilà, c'était le sens de ma... Ils ont vécu une guerre. Nous, déjà, on est complètement... on est pas mal à être fatigué, à être découragé, à être en baisse d'énergie quand même. Le Messie, la reine, enfin, moi je l'ai perçu, ça se dit. Oui. Et alors, eux, ils viennent d'être en guerre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme paquet pour... peut-être qu'ils les a... Oui, non, mais ça a sûrement tout annihilé, donc c'est voilà, c'est... D'accord, bon, il faudrait peut-être pas faire mousser pour un syriens aussi fort qu'ils l'ont fait, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Parce qu'il y a des responsabilités politiques aussi, parce que si on engage un processus comme ça, de se faire le porte-voix du milieu démocratique d'extrême gauche syrien, et puis que 10 ans après, il n'y a plus personne, et c'est comme si ça n'avait jamais existé, politiquement, et on est ici, là, dans un cadre politique, on peut se poser des questions et interpeller les gens qui ont ainsi manœuvré, quoi.